Bien. Alors, je commence par remercier très vivement nos trois invités, Daniel Anderson, Manon Brouillet et Pierre Delacour. Je remercie aussi les institutions qui nous ont permis d'organiser cette rencontre, le laboratoire Anima, le Collège de France, l'Université de Lorraine et le laboratoire Créate, ainsi que les éditions du Seuil. Alors c'est vraiment un honneur et une joie de recevoir ici Daniel Mendelsohn, qui est présent ici, Daniel Mendelsohn, ce mois-ci pour une série de conférences au Collège de France, intitulée Athènes et Jérusalem, littérature, histoire, écriture, dont la prochaine aura lieu lundi prochain à 18h et portera sur le poète grec Constantin Cavafi, dont il a traduit les œuvres complètes. Alors il n'est pas si évident de présenter Daniel Mendelsohn, tant ses domaines d'activité sont vastes. Daniel Mendelsohn est professeur de littérature classique et d'humanité à Bard College, où il occupe la chaire Charles Ranelagh Flint. Et il est surtout connu, je pense, en France pour son activité d'écrivain. Il est l'auteur, bien sûr, des Disparus, paru en 2006, qui a été un best-seller mondial et qui raconte sa quête d'information sur la vie d'une partie de sa famille assassinée pendant la Shoah en Europe de l'Est. Et c'est un livre qui a profondément marqué le genre de ce qu'on appelle parfois l'autofiction. Mais il est aussi l'auteur de L'étreinte fugitive, de Une Odyssée, un père, un fils, une épopée en 2017, où il met en regard sa relation avec son père et l'Odyssée d'Homère, et plus récemment de Trois Anneaux en 2020. Mais son activité d'écrivain n'est qu'une des nombreuses facettes des activités de Daniel Mendelsohn, qui est également critique littéraire, activité pour laquelle il est particulièrement reconnu aux États-Unis, où il a notamment travaillé pour le New Yorker et la New York Review of Books, où il est éditeur at large. Enfin, et c'est ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, Daniel Mendelsohn est d'abord, en tout cas d'un point de vue chronologique, pourrait-on dire, philologue et helléniste, formé notamment aux États-Unis auprès de Jenny Strauss-Clay et Froma Zeitlin, qui d'ailleurs apparaissent souvent dans ses travaux d'écrivain. Et il est l'auteur d'une thèse sur les Héraclides et les suppliantes d'Euripide, parue en 2002. Et tout récemment, il y a quelques mois, Daniel Mendelsohn a publié une traduction en anglais de l'Odyssée, qui est ici, et dont il sera certainement question aujourd'hui. C'est donc cette impressionnante variété d'activités, tant intellectuelles, créatives, érudites, que nous avons voulu interroger avec Déborah Bucchi dans un livre d'entretien paru le mois dernier au Seuil, aux éditions du Seuil, qui s'appelle Entre-là, où on revient sur donc, les croisements intellectuels, culturels entre ces différents centres d'intérêt qui imprègnent ces travaux. Et donc c'est pour poursuivre cette discussion entamée dans ce livre que Manon Brouillet et Pierre Judet de Lacombe ont généreusement accepté de se joindre à nous aujourd'hui. Oui, je pense qu'on a vraiment voulu étendre et prolonger le plaisir de cette discussion au long cours, qui finalement s'est déroulée sur plusieurs années, en proposant cette rencontre avec deux spécialistes de littérature grecque, qui ont aussi un intérêt pour la question de l'interprétation des textes anciens en général. Pierre Judet de Lacombe est philologue, spécialiste de littérature grecque, en particulier d'Homère et de la tragédie, mais aussi des théories modernes de l'interprétation, notamment les théories du XIXe siècle. Directeur d'études à l'EHESS et directeur de recherche émérite au CNRS, on lui doit de nombreuses publications. Je citerai parmi elles son essai sur la tragédie, Les tragédies grecques sont-elles tragiques, théâtre et théorie, paru en 2010 chez Bayard. Sa traduction de l'Iliade, paru dans le livre Tout Homère aux belles lettres en 2019 et republié seul chez Albin Michel en 2024. Et puis récemment, la version écrite de l'émission formidable
qu'il anime sur France Inter, vous la connaissez, Quand les dieux rôdaient sur la terre, donc 2 volumes publiés chez Albin Michel aussi en 2024 et en 2025. Manon Brouillet, qui fait partie aussi de cette discussion, est maîtresse de conférences en langue et littérature grecque à l'université de Picardie Jules Verne. Ses travaux de recherche portent sur les dieux chez Homère, plus précisément sur l'épopée homérique comme expérience religieuse. Elle a beaucoup contribué au cahier de littérature orale, dont elle est co-rédactrice en chef, et elle est aussi co-rédactrice des cahiers de philologie. Manon est aussi chercheuse associée au laboratoire Anima, le laboratoire d'anthropologie et histoire des mondes antiques, que nous remercions aussi d'avoir accueilli cette rencontre et d'en avoir soutenu l'initiative. Et je profite d'avoir le micro pour remercier personnellement Adrien pour l'initiative et des entretiens et de cette rencontre. Et je vous laisse sans plus tarder la parole. On va vous écouter, peut-être rebondir, échanger autour des Grecs chez Daniel Mendelssohn, de l'œuvre de Mendelssohn, du genre Mendelssohn, et puis on gardera un petit temps pour un échange avec la salle. Voilà, merci à vous. Merci. Donc je crois que ce qu'on avait prévu avec Manon, c'était que je commencerai vers le poème. J'espère que vous m'entendez, mais je dois d'abord dire que c'est... Non, pas du tout. Bon. C'est mieux, non, comme ça. Ah, faut que... Non, c'est d'abord très très impressionnant d'être, excusez-moi, je vais le dire qu'une fois, d'être à côté d'un grand écrivain. Les philologues ne sont pas des écrivains. Certains le pensent, mais ils ne le sont pas. Je veux dire, donc nous ne sommes pas des artistes. Et là, on est à côté d'un très grand artiste. Excusez-moi de le dire comme ça, Daniel Mendelssohn, mais je le pense vraiment. Les Disparus, c'est entre autres une chose absolument fantastique. Et non seulement vous êtes écrivain, vous êtes aussi critique. Ça, c'est encore normal. Donc un écrivain que vous adorez, comme Henry James, que j'adore aussi, est critique. Même chose comme T.S. Eliot ou que Virginia Woolf sont des grands critiques à côté de ces génies de la littérature. Ce qu'il y a, c'est que vous êtes engagé en tant qu'écrivain, en tant que critique, dans des causes donc, autour des différents problèmes d'identité qui sont des problèmes extraordinairement complexes et que vous arrivez à analyser de manière non dogmatique, non identitaire, justement. Identité juive, identité homosexuelle. Donc, et là, c'est porté par votre littérature. En plus, vous êtes philologue. Parfois, vous hésitez à employer le mot. Moi, c'est un mot que j'aime bien parce que s'il est d'origine allemande. Donc, vous pratiquez alors ce que les Allemands appellent avec de manière bombastique, si on peut dire, l'herméneutique. Vous appelez ça tout simplement l'explication de texte. Et là, je trouve que c'est une bonne traduction de l'herméneutique en français. Donc, vous aimez les textes. Vous aimez les textes à interpréter, donc les textes difficiles, et vous cherchez ce qui fait que ces textes sont eux-mêmes, sont singuliers, sont difficiles. C'est-à-dire sans dire tout de suite que je comprends. Et ça, c'est la bonne traduction philologique, apprendre à ne pas comprendre. Et en plus, donc vous enseignez auprès de gens qui ne connaissent pas le grec, visiblement, ou sont en train de l'apprendre, et vous traduisez. Traduire Cavafy, bon, ça que moi je ne connais pas, mais traduire toute l'Odyssée, c'est une tâche gigantesque, je veux dire, et il y a malheureusement très peu d'hellénistes qui le font, de traduire comme ça d'immenses œuvres en se risquant, en allant d'un bout à l'autre, parce que ça c'est une question qu'on va vous poser. Est-ce que ça ne change pas quand on traduit la manière de lire, la manière d'enseigner, la manière de penser le rôle des études dites classiques dans la société contemporaine? Donc vous êtes unique, c'est-à-dire que personne dans cette salle pourrait avoir le même CV. Donc c'est quand même, c'est une chance pour nous, et de voir comment non pas vous passez de l'un à l'autre, parce que ce qui est frappant, c'est que toutes ces dimensions de votre activité se font en même temps, se font ensemble dans des œuvres. Aucune œuvre n'est purement littéraire. Il y a de l'analyse de la Bible dans les Disparus, etc. Et même dans la traduction, on verra, il y a la critique qui est inscrite dans la lettre même de votre traduction poétique de l'Odyssée. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc on n'est pas simplement dans de l'interdisciplinaire, on est devant une individualité qui rassemble des dimensions de la recherche et de la pensée qui sont normalement séparées. Alors, pour simplement dire, avant de lancer la discussion, parce que nous viendrons assez vite, je crois, à la traduction, pour vous prendre un travail très concret.
pour ensuite parler de l'interprétation. Comment vous lisez, qu'est-ce que vous cherchez par rapport à Homère, par rapport à l'oralité, etc., qui sont des thèmes qui ont été ici abordés tant de fois. Et pour finir peut-être cette question, le rapport entre Athènes et Jérusalem, question extrêmement difficile, parce que comme vous savez, la philologie classique n'est pas vraiment philosémite. Donc elle s'est faite plutôt contre la Bible, contre un rapport donc, aux traditions non grecques. Et or, la philologie a été révolutionnée, changée par de grands philologues juifs. Donc ça, c'est un vrai débat. Donc pour simplement dire une chose, pour mieux comprendre et pour aussi une manière de dire mon admiration, je voudrais lire un tout petit passage des Disparus où il y a une citation latine, donc non pas grecque, mais qui, à mon avis, éclaire le rapport entre ces différentes dimensions du savoir. Donc c'est dans les Disparus, au moment où vous évoquez le fait que Énée, dans l'Énéide, arrive à Carthage, et après la destruction de Troie, et dans un temple, il voit peint de manière magnifique ce qu'il a vécu comme désastre absolu, c'est-à-dire la prise et la ruine de Troie. Donc je vous lis. Ce que dit Énée, en voyant le pire moment de sa vie, décorer le mur d'un temple d'un peuple qui ne le connaît pas, les Carthaginois, il n'a pas pris part à la guerre, qui a détruit sa famille et sa cité, c'est ceci. Sunt lacrimae rerum. Il y a des larmes dans les choses, alors que le tableau qu'on voit est magnifique. C'est la phrase qui m'est venue à l'esprit quand Meg, un personnage que vous rencontrez, a dit « c'était ses parents » et qui continuerait à me venir à l'esprit chaque fois que je serai confronté à l'horrible décalage entre ce que certaines images et histoires signifiaient pour moi, qui n'y étais pas, et par conséquent ne seraient jamais qu'intéressantes, édifiantes ou terriblement émouvantes, comme on dit d'un livre ou d'un film qu'il est émouvant, et ce qu'elles signifiaient pour ces gens à qui je parlais, pour qui ces images étaient leur vie. Dans mon esprit, cette phrase en latin est devenue une sorte de légende expliquant ces distances infranchissables créées par le temps. Ils y avaient été et nous, non. Il y a des larmes dans les choses, mais nous pleurons tous pour différentes raisons. Là où je trouve magnifique, c'est que vous dites à la fois grâce à Virgile, la distance énorme entre ce qui est vécu et ce qui n'a pas vécu, et la communauté des larmes. Les larmes viennent par des moyens différents, et pour vous, l'émotion vient de ces dédales de distance, de distanciation, d'objectivation, qui font qu'il peut y avoir de la littérature, et que du coup, quand on s'arrache à l'immédiateté, on retrouve la force immédiate des émotions. Et là, je trouve qu'il y a quelque chose qui, pour nous, est absolument essentiel, même dans notre travail sur des textes très anciens, qui au départ ne nous font pas pleurer, mais qui parlent de pleurs, comme la tragédie et comme l'épopée. Donc là, je trouve que c'est une démonstration de ce que peut la littérature quand elle accepte ces détours qui font qu'on quitte l'anecdotique et qu'on est à quelque chose qui est vraiment ouvert, c'est-à-dire historique. Donc voilà, c'est comme ça que je voulais... voilà. Bon, alors je ne sais pas, ce n'est pas une question, mais c'était quand même une chose, c'est comment vous articulez, comment vous voyez ces différents niveaux de sens et de travail que vous mobilisez à chaque fois que vous écrivez. Est-ce que pour vous c'est un problème ou peut-être tout simplement pas? C'est un problème pour nous. Ok, je vais commencer par dire que j'essaierai pendant cette soirée de m'exprimer en français. Il y aura peut-être un peu de basculation entre anglais et français. Et merci pour cette belle introduction. Moi, je me considère toujours en tant que critique. Ça, c'est la plus importante facette de mon identité en tant qu'écrivain, c'est que je suis critique. J'ai à mon avis, j'ai l'esprit critique. Ça, c'est comment je vois les choses. Et donc, je dirais, et c'est quelque chose que j'ai discuté au fil des ans en parlant de mes ouvrages,
moi, je crois que tout ce que j'écris est une forme de critique, en fait. Même pour ainsi dire, mes romans, comment on les appelle en Amérique, narrative non-fiction, autofiction, c'est une forme de critique, de criticism. Et c'est-à-dire que peut-être en contraste avec les vrais romanciers, je suis très conscient toujours de ce que je fais en écrivant. Comme ça, c'est impossible pour moi de tomber dans une sorte de rêve en écrivant où je me laisse tout à fait à mon imagination parce qu'il y a toujours ce côté critique qui me parle à l'oreille. Et donc, par exemple, comme vous savez, tous mes écrits autofictionnels ont ce côté textuel où je fais des exégèses comme ça. Et ça, c'est une manière de m'indulger un peu, pour ainsi dire, de faire d'une histoire, pour ainsi dire, personnelle, quelque chose de plus large, en entrelaçant une analyse d'un texte, typiquement un texte ancien, ou hébreu ou grec. Et comme ça, je fonctionne en tant que critique, même en écrivant sur ma vie, la vie de ma famille, mon père, blabla. C'est toujours une question de trouver une manière d'inclure des analyses. Et ça, c'est à la superficie de mes textes. Ce n'est pas quelque chose que je cache. J'invite le lecteur de contempler ce que je voudrais faire avec ma propre histoire ou l'histoire de ma famille, en étant conscient du fait que c'est comme un texte. Et donc, on doit y réfléchir à ces événements de ma vie, de la vie de ma famille, de mon père, de ma mère, de mes grands-parents, des survivants de la Shoah que j'ai connus en grandissant et tout ça, en tant que texte. Et pour répondre à votre question, ça c'est le niveau le plus important pour moi. Et ça c'est, par exemple, dans Les Disparus, j'écris très souvent que j'ai pas le talent, et ça c'est pas la fausse modestie, c'est vrai, j'ai pas du tout le talent d'inventer. Tout le monde me demande assez souvent pendant que je fais des tournées de publicité, blablabla, il y a toujours quelqu'un dans le public qui me demande « Mais pourquoi vous n'écrivez pas de romans ?» Et la réponse, si je vivais à l'âge de 120, je ne pourrais jamais inventer une intrigue. Et comme ça, et donc, c'est quelque chose que dans Les Disparus, je dis toujours, je ne veux pas imaginer ce qui s'est passé avec ma pauvre grand-tante ou mon grand-oncle. C'est impossible. Et c'est une question donc d'être face aux faits, ce qui s'est passé en fait, et d'en faire quelque chose d'intéressant du côté narratif, mais sans inventer. Et donc, pour reprendre mon idée, c'est toujours ce côté critique qui est, à mon avis, et tout auteur qui part de son propre œuvre
se trompent. Mais à mon avis, c'est le cas avec mon propre œuvre que c'est quelque chose toujours critique. Comme vous avez vu, même, et on va discuter ça, je dirais même que ma traduction de l'Odyssée est une forme de critique de certaines autres traductions. Il y a beaucoup de commentaires. J'adore le commentaire. J'adore le commentaire. Ça, c'est où je vis. Et donc, mes romans, à ce côté de commentaires, dirais-je, évidemment, ce que je fais en tant que vraie critique littéraire, c'est une pratique où le drame d'un article sur un livre ou une pièce de théâtre, à mon avis, c'est de raconter comment vous êtes arrivé aux conclusions que vous mettez dans l'article. Ça, c'est une espèce d'intrigue, dirais-je, mais c'est la seule intrigue que je sais inventer. Non, mais justement, pour rebondir, après, on va passer précisément à la traduction, parce qu'on a envie de dire, il y a le factuel, donc ce qui a eu lieu, qui est souvent insaisissable, ou difficile, ou opaque, obscur, et la critique. La critique suppose, donc c'est la critique des documents, pour savoir, et aussi, ce qu'on entend dans ce que vous dites, la critique de l'imagination. Imaginer ce qui s'est passé quand il s'agit de telles catastrophes, c'est obscène. Et c'est réducteur, c'est des choses que... Et vous, c'est comme si vous retrouviez, alors est-ce que je me trompe ou pas, la force de cet événement en racontant le labyrinthe de votre propre découverte, de votre réflexion critique sur cela. Ce qui est hyper individuel, d'une certaine manière, mais ce qui rend, à travers l'opacité de ce que vous déchiffrez, vous insistez sur le déchiffrement des documents et des textes d'Homère, aussi bien que des photographies, etc. Vous insistez sur le fait que c'est un parcours, et cela, c'est du narratif. Pas, ça me paraît quelque chose de tout à fait qui vous est propre. Oui, pour moi, c'est le mot déchiffrer qui est l'important. Ça, c'est pour moi l'excitant. Ce qui est excitant, c'est d'avoir l'opportunité de déchiffrer quelque chose. Ça peut être un texte, mais ça peut être une vie. J'ai fait la psychanalyse pendant 35 ans maintenant, et donc c'est une sorte de critique. C'est fini, c'est fini. Il y a un texte, on est soi-même une sorte de texte. Et comme ça c'est pour moi le plus excitante chose qu'on puisse faire, c'est d'être engagé dans cet acte de déchiffrement. Et c'est ça que je voudrais dans mes écrits. Je veux que le lecteur sente le délire, le plaisir de déchiffrer. Et il y a un côté psychoanalytique, en fait. Et en fait, voilà une histoire assez amusante. Après la publication des Disparus, qui était maintenant presque 20 ans, 2006, en fait, c'est exactement 20 ans, j'étais invité par une reading group de psy. Intimidant. Et je suis allé, et c'était la plus fascinante chose que j'ai jamais faite de ma vie. Parce que de les entendre discutant mon œuvre, qui était beaucoup plus intelligent de ce que j'aurais pu faire moi-même, c'était absolument fascinant de les entendre déchiffrer. Et quelqu'un m'a dit, en tant que psychiatre, est-ce que vous avez remarqué que tous vos livres, il y a toujours un moment
I don't know how to say, le point culminant de tous vos livres, c'est un moment où vous vous rendez compte du fait que vous avez mal entendu quelque chose. Et moi, je suis, wow, that's really true. Oui, et je raconte ça parce que je l'ai fait sans m'en rendre compte moi-même. Et il y a toujours un moment, ou un moment de misunderstanding dans tous mes livres. Et ça m'a tout à fait fasciné. Grâce à Dieu, il ne me fallait pas les payer. Et donc, c'est intéressant. Et ça, c'est pourquoi... Parce que l'autre côté de ces questions de déchiffrement, c'est des malentendus, de failure à comprendre quelque chose suffisamment. Et donc, je le trouve très, très fascinant, très excitant. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais peut-être qu'on peut passer à l'autre acte, justement. Oui, juste un point sur justement l'ensemble de l'œuvre et ce qui fait le point commun. Alors là, vos psys avaient trouvé quelque chose de très fort, mais puisque vous dites que quand vous écrivez vos œuvres littéraires, vous êtes d'abord un critique, et dans les entretiens avec Déborah et Adrien, j'ai lu que quand vous écrivez une critique, vous lisez absolument tout ce qu'a écrit ou ce qu'a fait l'auteur. Alors, il se trouve que, moi je ne suis pas critique du tout, mais voilà, dans les dernières semaines, j'ai lu toute votre œuvre littéraire, du moins, dans un temps resserré. Et bien sûr, la composition circulaire, l'anneau, c'est quelque chose qui revient, mais moi j'étais un peu prise aussi dans une spirale, en lisant voilà, Les Trains de fugitives, Les Disparus, Une Odyssée, Trois anneaux. Non seulement parce qu'il y a bien sûr, il y a une unité, il y a des thèmes qui reviennent, hein, Pierre en a parlé, l'exil, les identités, il y a votre grand-père qui revient, il y a des mots qui reviennent, des lieux qui reviennent, quelque chose presque, parfois jusqu'à l'obsession. Parfois aussi, quand on lit plusieurs de vos ouvrages à la suite, on se dit « Ah ben mince, là j'ai été dans l'enquête, j'ai été spoilée parce que j'ai lu l'autre livre avant. » Et la question, c'est justement comment est-ce que vous, quand vous travaillez un nouveau livre, vous avez la conscience de l'œuvre et vous travaillez aussi sur justement ce que vous avez déjà écrit. Est-ce que vous essayez d'éviter les redites? Est-ce que vous vous autocitez parfois? Ou j'ai l'impression qu'il y a un jeu avec les échos, les écarts, quelque chose comme la variation même au sein de vos ouvrages. C'est difficile à dire. D'habitude, je commence avec quelque chose d'assez petit, une idée, une sensation. Maintenant, par exemple, je suis assez convaincu que le prochain livre sera sur ma mère. Je commence à penser un peu ce que ça peut être, mais je ne commence pas avec une idée fixe de ce que je voudrais faire. Je commence avec un sentiment, peut-être une idée de la structure. La structure, pour moi, c'est le plus important toujours. Donc, par exemple, avec Les Disparus, j'avais toujours cette idée de trouver une façon d'entrelacer la lecture d'un texte avec l'histoire, pas seulement l'histoire de mes parents, mais de l'histoire de mes recherches qui est entrelacée avec l'histoire des disparus. Et j'ai toujours avait l'idée, mais je ne savais pas à l'époque comment ça pouvait se faire, d'entrelacer, parce que je voulais élargir, pour ainsi dire, la signifiance de cette petite histoire de 6 personnes. Et je me suis dit, il doit y avoir
une façon de faire élargir cette histoire. Et donc, j'ai fini par penser à Genèse et ses histoires. Et dès le moment où j'ai vu que, par exemple, l'histoire de Cain et Abel, c'était une histoire de violence entre frères, histoire qui était présente aussi dans l'histoire de ma famille. Et j'ai commencé à voir comment tous les épisodes, ou beaucoup d'épisodes de Genèse, pouvaient être appliqués à l'histoire de ma famille et comme ça. Mais je ne savais pas au début ce que je voulais faire. Je savais justement que je voulais faire quelque chose avec un texte. Pour ma mère, pour partager mes pensées à ce moment, avant de commencer même le livre, j'ai des moments c'est affreux d'utiliser le mot inspiration, c'est honteux. Mais j'avais tout d'un coup, j'étais au gym et et je pensais au mot Shiva. Qu'est-ce que vous dites en français when you sit Shiva for someone? Comment? Après quelqu'un est mort. On n'a pas, oui. Oui, ok. Et j'ai remarqué que Shiva, ok, on s'assoit pendant 7 jours. Et je me suis rendu compte que j'ai eu 7 décennies avec ma mère. Et puis, il m'est venu à l'esprit de structurer ce texte décennie par décennie. Et chaque jour de Shiva reflèterait, no, would reflect, I can't say that. That's correct. It's too hard. Une des décennies que j'ai vécues avec ma mère. Et donc, ça, c'est comme ça que je commence. C'est une chaîne d'idées qui sont assez... ce ne sont pas trop claires, même pour moi, au début, mais ils se développent dans l'acte d'écrire. C'est quand j'écris que je trouve les réponses aux questions que je me pose sur la composition. Je connais des auteurs qui, dès le début, ont une idée tout à fait concrète de ce qu'ils veulent faire, mais ce n'est pas moi du tout. Même quand j'écris des critiques, il faut le dire, je commence avec une réaction, mais ce n'est pas tout à fait... Je sais où je finirai, jamais. Non, simplement pour rebondir, c'est-à-dire que ce que vous trouvez dans la Bible, dans des rituels, donc ce ne sont pas simplement des réservoirs de possibilités, de sens, de formes, c'est qu'il s'agit de mettre en rapport des textes qui parlent de ce qui a... Oui, et des rituels qui sont liés à des événements qui ont eu lieu, enfin, même si c'est du mythe, mais ça a eu lieu à l'événement qui a eu lieu pour vous. Et j'ai l'impression que ces références mythiques ou textuelles vous servent comme d'indicateurs de la réalité. C'est ce qui permet de toucher la réalité au-delà des intuitions que vous pouvez avoir. Et ça, c'est, enfin, je veux dire, pour la littérature, ça me paraît, là c'est une opinion personnelle, capitale de dire on vise quand même un événement. C'est l'événement qui est là, c'est ce qui s'est passé, même si on ne peut pas le dire directement. Et l'inventer, ça ne vaut pas le coup. Bon, mais peut-être Manon, tu veux... On peut passer maintenant au grec, comme vous nous y avez invité. C'est les mêmes. Ah, c'est les mêmes. Allons-y avec Ulysse. Ulysse aux 1000 tours, ça c'est la traduction de Mazon. Ulysse l'inventif, Jacotet. Pierre m'a dit hier Ulysse le tournoyant. Bref, Ulysse Polytropos.
Et dans votre traduction du premier vers, who had so many roundabout ways. Ou encore the man of the roundabout ways, dit Circé, dans l'unique autre occurrence de cette épithète au chant 10. Et cette traduction, vous l'expliquez à vos étudiants et à vos étudiantes lors du séminaire de 2011, que vous racontez dans Une Odyssée. Vous nous l'expliquez donc par la même occasion. Et puis vous y revenez dans 3 anneaux, et puis dans la note à votre traduction. Dans la traduction française d'une Odyssée, cela devient Ulysse aux 1000 détours. Des détours donc, qui font référence aussi bien à ses ruses qu'à son retour, à sa trajectoire détournée. Et finalement, vous avancez aussi l'idée que ça qualifie aussi la poétique de l'Odyssée, en désignant les circonvolutions narratives, prolepses, analepses, les digressions, et finalement cet usage de la composition circulaire qui vous tient à cœur. Un poème par tour et détour, vous écrivez également. Alors, moi, personnellement, je trouve que cette interprétation de Polytropos est très convaincante et j'aime beaucoup votre choix de traduction. J'aime Détour, je crois, encore plus que Roundabout Ways, que j'aime aussi. Et justement, à partir de ce Polytropos, je voulais vous demander comment votre traduction a été influencée par le fait qu'elle ait eu comme origine, non pas justement un projet de traduction intégrale de l'œuvre, mais d'abord par une nécessité d'enseignement dans votre séminaire, comme d'ailleurs Pierre pour son Iliade, qui traduisait d'abord par passage pour les étudiants, et puis aussi pour votre œuvre d'écrivain, pour l'intégrer dans une Odyssée. En d'autres termes, qu'est-ce que ça change d'avoir d'abord traduit pour expliquer, pour interpréter, pour utiliser aussi Homère dans votre ouvrage et dialoguer avec lui. Et puis d'autre part, nous, lecteurs et lectrices françaises, on a lu d'abord votre traduction de l'Odyssée par extrait en français, traduite par Clotilde Meyer et Isabelle Taudière. Donc on a lu une traduction de traduction. Et je me demandais aussi si vous aviez travaillé avec elle sur la traduction des extraits de l'Odyssée et qu'est-ce que ça a changé aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté de travailler là-dessus? Beaucoup de détours dans votre question. Oui. OK. C'est intéressant parce qu'il faut l'admettre que l'idée de faire une nouvelle traduction anglaise de l'Odyssée n'était pas la mienne. C'était l'édition qui s'est approchée parce qu'ils ont lu une Odyssée. Il y a aux États-Unis une maison d'édition de la University of Chicago. Ils publient les plus célèbres traductions des classiques grecs. Ils ont publié la traduction de l'Iliade, qui est devenue classique elle-même, est devenue une classique de Richmond Lattimore. Mais ils n'ont jamais eu une traduction de l'Odyssée. Et ça, c'est la seule raison qu'ils m'ont demandé d'en faire une, parce qu'il y avait une éditrice qui travaillait pour cette maison d'édition. Elle avait lu une Odyssée. Elle a aimé les petits passages que j'ai traduits. Et comme ça, ils m'ont demandé. À mon avis, et c'est quelque chose que j'ai dit assez fréquemment, c'est l'acte de traduire vous met dans une intimité totale avec un texte. Il faut que j'aurais dû commencer par dire que j'étais élevé, j'étais formé, j'étais vraiment formé par la grande helléniste Jenny Strauss-Clay, qui est ici présente dans le public ce soir. Et donc, c'était de Jenny que j'ai appris à lire le grec il y a 45 ans, plus. Et j'étais très influencé par sa manière de lire.
Et vous avez mentionné, Pierre, l'explication du texte. Avec Jenny, on est toujours très proche au texte. Et comme ça, je crois que sans elle, j'aurais jamais fait ou une Odyssée ou la traduction de l'Odyssée. Mais j'avais, pendant toute ma vie adulte, j'avais l'Odyssée à l'esprit. Et c'était à cause d'elle. Et donc, et avec Jenny, quand vous étudiez avec Jenny, c'est le texte qui est le plus important, toujours. Et comme ça, j'ai beaucoup appris par tout ça, même en traduisant les poèmes de Cavafy, c'est quelque chose que j'ai fait aussi, surtout avec l'Odyssée. On commence mot par mot et je ne regardais aux opinions, aux traductions des autres et c'était une immersion totale. Ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que vous devez commencer par une interprétation totale du texte avant de commencer de le traduire, parce qu'il y aura des moments où vous devez décider ce que, pour ainsi dire, ce que Homère veut dire. Et comme nous savons tout, dans le cas de Homère, c'est très difficile parce qu'il n'existait pas. Et comme ça, je crois qu'il faut avoir une interprétation avant de commencer, parce que ça vous aide quand vous arrivez à ces moments d'obscurité. Et c'est quelque chose de tout à fait dingue, mais il faut imaginer que vous étiez Homère à ce moment. Mais le processus était assez intéressant pour moi. Donc j'ai commencé en janvier 2018. J'ai terminé le first draft dans l'été de 22, je crois. Mais ça, c'était juste le commencement. Parce qu'après ça, j'ai demandé à Jenny de regarder la traduction. Et il y avait 2 ans et demi de travail avec Jenny. 2 fois, c'était pendant Covid. Et c'était chaque semaine, 2 fois par semaine, un Zoom de 2 heures et demie. Et il faut le dire, je peux admettre maintenant, Jenny, qu'au début, j'avais l'impression que je lui donnerais un chant et elle le regarderait et elle l'écrirait des notes dans les margins. Non. Non. Je ne mens pas. On a commencé avec la première ligne en la lisant, en discutant, en se disputant, et c'était allé comme ça pendant 2 ans et demi. Et ça, c'était, à mon avis maintenant, ça c'était le vrai processus de traduction, parce que j'avais une éditrice à la maison d'édition, mais elle ne savait pas le grec. Ouais, et comme ça. C'est très, très facile d'impressionner les gens s'ils ne savent pas le grec. Mais ça, c'était la lutte vraiment d'arriver à une traduction vraiment intéressante. Et c'était quelque chose de vraiment excitant de travailler comme ça. Et donc, j'ai dit que cette traduction était une espèce de critique. Et je peux admettre ici, parce que nous sommes dans un pays pas anglophone,
en beaucoup de manières, ma traduction est une réponse à la traduction de Emily Wilson qui est sortie 10 ans avant la mienne, que j'ai pas du tout aimé et qui, à mon avis, a très mal représenté ce que c'était l'Odyssée, le langage, le point de vue, et donc, quand on m'a offert l'opportunité d'en faire une traduction, je l'ai saisie en partie parce que je me suis dit il faut y avoir une meilleure manière de faire les choses. C'était pas la seule raison, mais c'était quelque chose. Parce que sa traduction est devenue énormément populaire. Énormément. Et à mon avis, c'était une espèce de YA version de l'Odyssée. Et comme ça, pour moi, c'était la sonorité du texte, la complexité du texte, la richesse du texte, le sens. Il n'y a pas d'autre mot pour le décrire, le sens que j'ai quand je lis l'Odyssée, la densité que je voulais reproduire et qui était tout à fait, c'était pas du tout présent dans la traduction, cette autre traduction. J'ai pas vraiment répondu à votre question qui était beaucoup plus intelligente que ma réponse, mais pardon, parce que pour la traduction de Mme Wilson, tu voulais dire comment elle traduit Polytropos. Complicated man. Complicated. Complicated, oui. Très psychologisant. Oui. Je disais ça l'autre jour au Collège de France quand je répondais à une question sur la traduction d'Emily Wilson. Complicated, c'est le mot dont on se sert en discutant en garçon, que peut-être vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de romantique avec lui, mais vous n'êtes pas sûr s'il est bon garçon. Et blablabla. C'était très... le langage me frappe comme trop quotidien, trop ordinaire. Et pour moi, ce qui est fascinant avec ce fameux Polytropos, ça doit, à mon avis, dans la traduction, ça doit être un mot ou une phrase qui peut s'appliquer et à la personnalité d'Ulysse et à la route qu'il prend pour arriver à Ithaque, parce que ça, c'est impliqué dans le grec. Oui, Polytropos décrit et l'homme et son itinéraire, et donc, quoi que vous pensez de complicated, ça ne peut pas être une description de son itinéraire. Non, et simplement, est-ce que vous accepteriez, comme vous parlez, on y reviendra, des cercles qui composent l'Odyssée, c'est une forme de composition, et ça, on verra que Eric Auerbach en a déjà parlé, que dans Polytropos, Homère annonce déjà les cercles que vont faire son poème. Donc c'est l'errance, c'est les tours de l'esprit, et c'est les tours du poème, qui ne commencent pas au début. Oui, c'est plus facile pour vous, les Français, de traduire Polytropos, parce que détour contient tour. Et ça le rend... Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en anglais. L'idée de a turn, parce que tropos veut dire justement ça, right? Un tour, vous tournez, et comme ça, c'est très difficile en anglais. Il faut admettre aussi que pendant longtemps, j'ai traduit ce fameux mot par twisty, a man who had so many twisty ways, parce que j'aimais beaucoup twisty, which is about turning, but it has a little côté sinistre, ce qui est quelque chose que Ulysse a lui-même.
Mais Jenny ne l'aimait pas. Alors, Et ça, c'était une vraie histoire. On était une semaine avant que je devais donner la traduction à la maison d'édition. Et elle n'aimait toujours pas Twisty que j'avais dans mon texte. Et je ne sais pas... le mot, OK. Moi, j'habite la campagne au nord de New York City, dans la vallée de la fleuve Hudson, et on venait d'installer un rond-point, ce qui est assez rare aux États-Unis. Et personne ne sait comment les utiliser. Et ça, c'est absolument une vraie histoire. Et c'était la semaine avant le délai, et je conduisais. Et j'étais à l'entrée de ce rond-point. Et le mot en anglais est roundabout pour rond-point. Et j'étais là, et ce bête devant moi, il s'est arrêté totalement. Et je me suis dit, oh, nobody knows how to use a roundabout. Et au moment que le mot roundabout est sorti de ma bouche, je me suis dit, roundabout, I love that. Parce que ça a rond, right, qui suggère un cercle ou des tours. Et en anglais, si vous dites que quelque chose has roundabout ways, c'est un peu suspect, blabla. Et c'était parfait. Et I pulled over to the side of the road, j'ai arrêté et j'ai téléphoné à Jenny et je lui ai dit, what do you think of roundabout? Ça, c'est une vraie histoire. Une autre question, quand vous dites que le commentaire est peut-être dans la traduction, alors c'est très frappant. C'est que, par exemple, la fameuse épithète glaucopis, Athéna, on ne sait pas traduire. Parce que est-ce que c'est la chouette, est-ce que c'est les yeux d'une certaine couleur, etc. Bon, moi j'avoue que j'ai traduit par les yeux de lumière, simplement, j'ai enlevé la chouette, parce que j'en avais peut-être marre des chouettes. Bon. Mais vous, alors ce qui est frappant, vous traduisez Athena replied, donc elle répond, she of the bright owl eyes. Bright owl eyes. Donc oui. il y a glaucos, c'est traduit 2 fois. D'une certaine manière, c'est parce que les yeux de la chouette sont brillants. Mais c'est une explicitation. Et ça, je trouve que vous faites la même chose pour epeap teroenta, donc les paroles ailées, où je ne me souviens plus comment vous le dites en anglais exactement, mais c'est les paroles qui déversent les flèches vers moi, pour bien qu'on comprenne bien que les ailes ne sont pas des ailes d'oiseaux, mais ce sont des ailes de flèches, ce qui est vrai, effectivement. Alors ça, c'est un problème parce que d'habitude, on dit on n'a pas le droit de traduire 2 fois. Ça, on apprend ça quand on fait la version. Ouais. Alors que là, c'est une explicitation, c'est-à-dire l'idée, on a une formule, mais elle doit être claire. Donc il y a un commentaire dans le texte poétique, si on admet que la traduction, qui est rythmée chez vous, qui est extraordinairement travaillée au niveau des assonances, etc., et du vocabulaire, explicite. De même, je pense que c'est du même mouvement quand il y a le vers juste suivant, donc c'est 1 au tout début, 179, Athéna se présente, on lui dit, mais elle est déguisée, quoi, elle n'est pas elle-même, on lui dit, t'es qui toi? Voilà, donc c'est très violent. Alors elle répond, et alors c'est un vers extraordinaire, enfin excusez-moi de le dire comme ça, well then, indeed, yes, I'll tell it to you straight. Well then, indeed, yes. Alors ça fait pas très littéraire. Ça, c'est dans le chant 1. C'est dans le chant 1. Où elle s'est déguisée en menteuse. Voilà, c'est ça, elle est déguisée. Oui. Donc... Mais c'est un oh my God. The sailor. Je lui ai donné le langage d'un... Un marin. Un marin. Oui, d'accord. Oui. Mais justement, parce qu'en grec, quand on regarde, c'est extraordinaire. Ce sont que des mots grammaticaux. C'est-à-dire que c'est toi ego toi tota mal.
Ensuite, la grosse formule, Oui. je vais parler droit à Tréquéos, à Goroso. Oui, mais c'est quelqu'un, elle parle déguisée comme Oui. quelqu'un qui s'interrompt toujours. Oui, c'est ça. C'est très emphatique. Et comme ça, je voulais ajouter ces pour communiquer le feeling du grec, même si ce n'est pas les mots. Si mais vous voulez. non, mais là, excusez-moi, moi je trouve ça très bien parce que Homère s'amuse lui-même. Ah oui, À Tréquéos, évidemment. à Goroso, ça c'est la grosse formule, la Oui. vérité. Oui. Mais avant, c'est tout à fait atypique, quoi. C'est une espèce d'accumulation de petites particules de vitesse, si on peut Oui, dire. voilà. Les particules sont les plus difficiles, comme beaucoup d'entre vous comprenez, de traduire. Et moi, deux choses. Moi, j'ai réfléchi que nous avons quelque chose qu'Homère n'avait pas, évidemment, parce que c'était un poète oral, la ponctuation. Et donc, il y a des particules, par exemple, des pour emphasis. Et donc, on peut mettre un exclamation point pour traduire cette particule. J'ai beaucoup réfléchi à cette question de particules. C'est très difficile. De temps en temps, c'est quelque chose qu'il fait juste pour arriver à un certain rythme. Et c'est un outil que le grec a, très convenient. Mais j'ai beaucoup réfléchi et j'ai beaucoup discuté avec Jenny cette question des épithètes. Et je ne sais pas ce que c'est le cas en français, mais comme vous savez, il y a des traductions de certaines épithètes en anglais qui sont devenues partie de la langue anglaise. En fait, pour exemple, epea pteroenta, winged words. Et on a beaucoup discuté. J'ai trouvé un article écrit par un Allemand avant la première, peut-être 100 ans, c'était lui en effet qui avait eu l'idée que les plumes, c'était pas une référence à des ailes d'oiseaux, mais c'était les plumes qu'on trouve sur une flèche. Et that makes much more sense. Parce que les mots volent rapidement quand on parle comme ça. Et donc, c'était assez amusant de repenser certaines de ces épithètes sont devenues en anglais de clichés. Athena. Qu'est-ce que c'est la couleur des yeux d'Athena? Mais le mot est compliqué, glaucopis, parce que glauque, ça peut être gris, oui, mais à mon avis, c'est le côté lumineux, ce qui est beaucoup plus important. Et si vous regardez ces représentations primitives how do you say it? Athéna. Dans l'art archaïque, ses yeux sont toujours énormes comme ça. Et le mot glaucopis est dérivé du mot glauques, qui est le mot pour chouette. Chouette, oui. Et donc, je voulais que mon lecteur pense à la fois à la luminosité qu'on voit dans les yeux d'une chouette, mais aussi à la chouette elle-même. Et donc, j'ai sur-traduit, pour ainsi dire. Mais ce que je ne fais pas toujours, parce que chaque règle que vous faites, vous cassez. Est-ce qu'on propose à Daniel Mendelsohn de lire ouais. Est-ce que vous avez envie de perform But, un morceau de traduction? Non, c'est bien, parce que ça me permet de parler en anglais. Anywhere. Ton hamothen Right. Well, I think I'll start at the beginning.
Ce que je voulais faire dans cette traduction, à part de tout ce qu'on discute, c'était, moi, je dirais que le plus important, c'était d'établir un rythme insistant, constant, et j'ai construit la traduction d'une manière qui force le lecteur d'adopter mon rythme. Et ça, c'était le plus important. Le problème, et c'est différent d'ici, mais en anglais, d'habitude, quand on traduit les épopées ou grecques ou romaines, on se sert de ce qu'on appelle iambic pentameter, blank verse, qui est un mètre, Dieu sait mètre, de 10 syllabes. Et comme on sait, la ligne en Homère, c'est presque 2 fois la longueur de cette ligne en anglais. Et comme ça, j'ai beaucoup travaillé à développer un mètre qui marcherait en anglais, qui était beaucoup plus long de celui dont se servent les autres traducteurs en anglais. Donc mes lignes sont beaucoup plus longues. Tell me the tale of a man, Muse, who had so many roundabout ways to wander, driven off course after sacking Troy's hallowed keep. Many the peoples whose cities he saw and whose ways of thinking he learned. Many the toils he suffered at sea, anguish in his heart as he struggled to safeguard his life and the homecoming of his companions. But he did not save his companions, even so, though he longed to, for their heedlessness destroyed them, theirs and nobody else's. Fools that they were, like children, who devoured the sun god Hyperion's cattle, and so he took from them the day of their homecoming. Goddess, start where you will. Daughter of Zeus, share the tale with us too. So, on peut entendre une espèce d'imitation de l'hexamètre dactylique, mais c'est pas trop exact parce que ça ne marcherait pas. Mais je voulais surtout qu'on sente le rythme, qui est le rythme de l'océan. C'est comme des vagues, le rythme d'Homère, et c'est un poème sur la mer. Ouais. Et chaque ligne est déséquilibrée. C'est-à-dire que ce n'est pas 2 hémistiches. C'est ça qui est important. Oui, non, c'est varié. Hein. On ne peut pas les construire de la même façon tout le temps parce que ça devrait être ennuyeux. Enfin. Alors vous dites, maman, ils sont des fous, les compagnons là, qui ont mangé les vaches. Népioi. Et vous avez traduit fous comme des enfants. Oui, ça c'est une autre surtraduction, parce que comme on sait, il y a ce côté dans le mot népios qui a quelque chose à voir avec les enfants, et on sent ça dans le grec. Mais il faut que je répète que donc il y avait des moments où je voulais me servir de la traduction pour expliquer des choses qui sont apparentes à un lecteur de grec, mais sinon on ne les saisirait jamais. Mais c'est dingue parce qu'il y a des autres moments où je voulais préserver l'obscurité du texte, parce que je me suis dit, quand le texte était obscur pour un grec, pour ainsi dire, il doit rester obscur. Donc c'est ce fameux cas dans le chant 1, le mot amumon, c'est Zeus qui parle d'Égiste. Et le poète, il s'est souvenu à ce moment
de cet homme égiste, cet homme sans blâme. Sans reproche. Oui, sans reproche. Quand même. Sans reproche. OK. Et habillement, à première vue, semble vouloir dire sans reproche. Sans, mumon, ça devient d'un groupe de mots qui a quelque chose à voir avec le blâme. Mais il ne peut pas être le cas que Égiste est sans reproche parce qu'il est un des plus reprochables personnages de la mythologie grecque. Il a séduit Clytemnestre, il a tué Agamemnon. C'est donc, on doit se dire, qu'est-ce que veut dire ce mot? Et j'ai beaucoup discuté avec Jenny. Beaucoup de traducteurs évitent la question parce qu'ils sont influencés par des érudits qui ont conclu que ça doit avoir quelque chose à voir avec, par exemple, leur apparence physique. Ils sont semblables parce qu'ils sont parfaitement beaux. Des autres qui l'interprètent en tant qu'une référence à leur généalogie, right? Ils sont des aristocrates, leurs lignes familiales sont sans blâme, sans reproche. Mais c'est Jenny qui a dit, tout le passage est sur cette question de blâme, de reproche. Juste commence le passage par dire, c'est les mortels qui blâment les dieux pour leurs problèmes, mais c'est à eux, ils sont coupables eux-mêmes. Et donc, on ne peut pas éviter cette question. Et donc, on a façonné ensemble une traduction qui peut être lue des deux façons. C'est ou, en anglais, c'est a man, I forgot, a man who was not one to blame, qui peut être lu comme il ne peut pas blâmer, reprocher aux autres, mais aussi il ne peut pas être reproché par des autres. Et ça, c'est un cas où je voulais maintenir l'obscurité du texte parce que ça doit être le cas que les Grecs même, et on sait ça, il y a une longue tradition de commentaires sur ce mot, il y avait toujours une confusion. Et ça, c'était quelque chose que je ne voulais pas réduire dans une simple interprétation pour mes lecteurs. Donc, je ne suis pas consistant avec mon approche à ces questions de traduction. Je suis contente qu'on vous ait entendu lire, qu'on ait entendu justement le rythme et le flow en fait sur lequel vous avez travaillé pour cette traduction et qui est très belle à entendre. Vous dites que vous avez voulu une traduction agréable à lire, mais en fait elle est vraiment agréable à entendre. Et dans vos œuvres littéraires, l'oralité aussi est extrêmement importante, même si elles sont très très écrites. C'est ça la tension que vous arrivez à faire. D'ailleurs, vous-même, vous qualifiez votre style de style oral. Et c'est vrai que votre voix qu'on vient d'entendre et votre diction en général, c'est vraiment un des fils directeurs de votre œuvre, à mon avis. Et en même temps, il n'y a pas que votre voix. Il y a une pluralité de voix et d'oralité que vous arrivez à faire résonner. Alors, bien sûr, il y a les manières de parler de votre grand-père, pas seulement sa prononciation de l'anglais, mais sa manière de raconter des histoires, de ménager le suspense, d'attendre la réaction du public, votre réaction. La manière dont parlent les membres de votre famille, vos étudiants et vos étudiantes, quand vous dites « Ah oui, elle pénore le mec bourré qui est tombé du toit », voilà, vous faites vivre les discussions de la salle de séminaire, les voix aussi des personnes âgées de Boleshow que vous rencontrez. Et donc vous arrivez à faire entendre en fait à la fois votre voix comme fil conducteur et toutes celles des autres avec un travail de la langue pour arriver à quelque chose de très fluide et en même temps de pluralité et d'écho qui peut résonner aussi avec les œuvres anciennes, celles qui vous ont intéressé, qu'elles soient grecques ou latines. C'est des œuvres qui étaient faites pour être dites et pas pour être lues.
Et ce travail, voilà, de l'oralité, j'aimerais savoir comment est-ce que vous mettez en place, quoi. Vous avez raison, tout à fait. Dans tous mes écrits, j'étais tout à fait formé par mon grand-père, qui était un homme qui grandissait dans l'Europe de l'Est avant la Première Guerre mondiale, puis s'est immigré aux États-Unis à l'âge de 18 ans en 1920. Et il n'avait pas d'éducation parce que son éducation était interrompue par la guerre qui a commencé quand il avait 12 ans. Et donc, il n'est jamais allé au lycée ni évidemment à l'université, mais c'est un natural storyteller, un grand raconteur. Et c'est quelque chose que je dis toujours parce que c'est vrai, c'est le son de sa voix qui me hante, même en ce moment, 46 ans après sa mort, c'est sa voix que j'entends tout le temps en écrivant. Les rythmes de sa voix sont toujours dans mon esprit et c'est une autre histoire amusante que je dois vous raconter. Donc, il était vraiment un grand raconteur. Histoire de famille, évidemment, histoire de la vie dans ce petit village en Pologne avant la Première Guerre mondiale. Et il racontait ces histoires en se servant de la composition à anneaux, à boucle, à anneaux. Oui. Donc, il commencerait par dire « Oh, tu veux savoir l'histoire du mariage de ma sœur aînée qui était morte une semaine avant le mariage. » Il commençait à raconter l'histoire de cette terrible semaine, blabla. Mais il s'interrompt pour dire « Ah, mais si tu veux savoir pourquoi cette belle fille devait se marier à ce nain, elle était vraiment un nain, qui était son cousin germain en fait. Il faut te raconter l'histoire des rapports entre les parents de cette belle fille et le nain. Mais pour comprendre tout à fait les rapports entre les parents, il faut aller beaucoup plus loin dans le passé pour blablabla. Et moi, j'étais fasciné parce que c'est une fascinante manière de raconter une histoire. Donc, OK, maintenant, ça c'était pendant que je grandissais. Pour moi, c'était la manière tout à fait naturelle de raconter une histoire, parce que ça, c'était la seule façon que j'entendais. OK, beaucoup d'années plus tard, j'étais à l'université, j'étudiais avec Jenny, et on était en train d'apprendre ce que c'était la composition à anneaux. Que je croyais que mon grand-père a inventé. Et à ce moment, je me suis rendu compte que, en fait, c'était quelque chose de très ancien. Et donc, c'est très naturel pour moi. Et c'était une coïncidence parfaite pour moi de découvrir que cette méthode de raconter, et de mon grand-père juif, sans éducation, grandissant dans ce petit village dans l'est de Pologne, était en fait grec. Et donc, vous vouliez parler d'Athènes et Jérusalem. C'est quelque chose, c'est une combinaison qui me hante depuis des décennies de différentes manières. Et donc, je ne sais pas comment l'exprimer en français, this rolling rhythm. Je parlais juste maintenant des vagues, le son des vagues, ce qui est impliqué dans le mètre dont se sert Homère. C'est quelque chose de tout à fait naturel à mes oreilles,
depuis mon enfance. Et comme ça, c'est évident que je finirai comme j'ai fini. Mais vous savez que quand j'ai publié mon premier livre, L'étreinte fugitive, où il y avait des assez longues phrases, avec ce rythme, parce que ça, c'était la première fois que j'ai expérimenté avec comment écrire ou comment représenter dans l'écriture ce son que j'ai toujours aux oreilles. Et après la publication, j'avais des amis, je me souviens, qui m'ont téléphoné pour me dire « Mais c'est incroyable, tu sais, parce que le son de tes phrases dans le livre, c'est exactement comment tu parles. » Et moi, je me suis dit, well, what else were you expecting? You know, c'est justement comment je parle. Et donc, c'est tout mélangé ensemble, mon grand-père, les Grecs, composition à anneaux, blablabla. Mais pour moi, c'est tout à fait naturel. C'est pas quelque chose à laquelle je pense consciemment, mais c'est juste comme ça, c'est quelque chose que je sens et que j'exprime parce que pour moi, c'est la manière naturelle de m'exprimer, oui. Ou en parlant ou en écrivant. Alors, juste peut-être pour rebondir et en venir, avant qu'on discute, à Jérusalem et Athènes. Donc c'est l'essai dont vous parlez de Erich Auerbach sur la cicatrice d'Ulysse, qui est absolument extraordinaire, et qui nous fait regretter que si peu d'hellénistes connaissent la Bible et que si peu de spécialistes de la Bible connaissent Homère. Donc là, c'était pas toujours le cas. Non, ce qui n'était pas le cas du tout à l'origine. Mais là, vraiment, c'est une trop grande spécialisation qui est absurde. Alors ça change entre la Grèce et la Mésopotamie. Et donc à Princeton, il y a Humboldt qui travaille dans ce sens-là. Mais par rapport à la Bible, c'est entièrement à faire. Et c'est urgentissime, à mon avis. Et pour revenir aussi sur ce que Auerbach a dit. Donc effectivement, il y a la Ring Composition qui peut aller de 2 vers, 3 vers à 5000 vers. Donc, alors, où tous des éléments très différents sont mis dans la même lumière. C'est ça, c'est que c'est pas comme si on avait un récit linéaire où on attend quelque chose, on dit « Ah, ça va arriver, ça va arriver ». Non, tout arrive tout le temps. Et donc ça, c'est ce que montre Auerbach pour Homère. Mais ce qui est frappant aussi, alors là, je veux dire, dit de manière caricaturale, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un moment juif par rapport au moment de la présence où Dieu se réaliserait, s'incarnerait comme avec son fils dans toutes les parties du poème. Ça, donc c'est comme ça que Schiller, par exemple, voyait la Ring Composition, c'est-à-dire que Dieu est présent partout, c'est l'incarnation de Dieu. Mais est-ce que c'est pas plutôt aussi, il n'y a pas de l'ironie? Ça, on peut le dire comme ça, mais on peut le dire comme ça, mais on peut le dire comme ça. Et c'est ce que vous montrez quand vous incitez sur l'ambiguïté de Polytropos au début, même de Héra, plancte. Ça veut dire ou bien il est dévié de sa route, ou bien il s'approche lui-même, il erre. Il est un voyageur maître de son gouvernail, ou il est complètement ballotté. Et donc Ulysse est ambigu. Et dans ce que vous dites, et ça c'est frappant, l'identité d'Ulysse, c'est d'une certaine manière la non-identité. C'est le fait qu'il est ceci et cela. On ne peut pas dire il est bon ou mauvais, ou il est enfin chez lui, il est enfin les pieds bien dans sa terre, etc. Non, il est plusieurs choses à la fois. Et dans la Ring Composition, on peut aussi avoir ça, cette idée. Je le dis comme ça, mais je peux le dire comme ça. Ouais. Et après, je reviens, et ça, c'est un moment critique, je pense, dans le récit homérique. Et ça, je trouve, c'est ce qui transparaît de ce que vous dites. C'est-à-dire que ce n'est pas l'idée romantique de l'épopée comme le sens plein, comme disait Lukács, donc dans la théorie du roman, c'est là où l'être et le sens coïncident. Ça, ce serait l'épopée pleine, alors que dans le roman, tout fout le camp, quoi, si on peut dire. Non, là vous montrez que ce sont des symétries, donc quand on traduit, il faut essayer d'en rendre compte, mais avec des décalages. Donc il y a toujours du vide, un vide possible. La négativité donc qu'on prête parfois à l'esprit juif, excusez-moi de le dire, aussi caricatural, est présente. Oui. Pour commencer, je dirais que je suis tout à fait d'accord. Je suis fasciné par l'idée que la composition à anneaux ouvre des possibilités
à mon avis, ça ouvre la possibilité, c'est un peu Scheherazade, que les histoires ne finissent jamais. Oui. Il faut, le principe même, c'est qu'il faut choisir un moment pour terminer. Sinon, ça ne finirait jamais. Donc, dans le cas de mon grand-père, ça devait finir avec ses grands-parents. Mais en théorie, ça aurait pu continuer jusqu'au, je ne sais pas, le 15e siècle. Et c'est ça, donc, ça a... Je prononce en réfléchissant, peut-être que c'est erroné, mais je pense que ça a quelque chose à voir avec ce que vous disiez sur l'identité. Comme la narration elle-même, l'identité, surtout d'Ulysse, qui est un homme à beaucoup de facettes, mais peut-être pas seulement beaucoup, mais une infinité de facettes dont nous ne pouvons comprendre que certains. Et donc, ça, je trouve fascinant, qu'il y a un rapport avec la manière de composition et la nature du héros lui-même. Et ça me parle, cette possibilité. Et donc, ça, c'est pourquoi. Et la manière de la composition de l'Odyssée, qui est homérique, mais surtout, dirais-je, dans l'Odyssée, et le caractère du héros sont liés d'une manière très étroite, dirais-je. Ça, c'est fascinant. Je voudrais reprendre quelque chose que vous avez dit sur l'opacité, la question de décalage. Si je vous comprends, que tout ça a quelque chose à voir avec le côté Jérusalem, pour ainsi dire. Et je suis très frappé, je suis d'accord, je ne vais pas l'exprimer parfaitement, mais je commencerai avec un peu d'autobiographie, parce que ça, that's my thing. Mais je grandissais dans une atmosphère hantée par des décalages, on pourrait dire, des absences. Et comme ça, c'était quelque chose qui me parlait d'une certaine manière. J'étais toujours conscient, même en tant qu'enfant, enfant de 6, 7, 8 ans, que tout ce qui vous entourait n'était pas la totalité de l'histoire. Je ne suis pas sûr que les autres enfants avec qui je grandissais avaient la même sensation. Et comme ça, peut-être que c'était les absences, les décalages qui m'ont attiré en tant qu'écrivain ou penseur ou blablabla. Mais ce qui me fascine, et il faut dire, bien que j'admire beaucoup M. Auerbach, il me semble qu'il n'a pas raison sur cette question de la composition d'anneaux, qu'il trouve, il opine que ce n'est pas la meilleure méthode de représenter la réalité, parce qu'il y a trop, pour ainsi dire, parce que dans la vraie vie, on ne sait pas tout. Et c'est le tout que la composition à anneaux peut représenter en théorie, comme on vient de dire. Et
en ce cas, je ne suis pas tout à fait d'accord, précisément parce qu'on vit sa vie en, dirais-je, en anneau, en boucle, comme ça. Mais ça, c'est la composition anneau est tout à fait normale. C'est exactement comment on raconte les choses. On commence pour dire je suis allé au supermarché pour acheter de quelque chose. Oh, et j'ai croisé mon ami. Mon ami, il faut expliquer qui c'était mon ami. C'est tout à fait naturel. Ça, c'est exactement comment on vit. Et pour ça, je trouve que Auerbach peut-être n'avait tout à fait raison en pensant que c'est irréel, cette manière de raconter, par comparaison à la méthode dont se sert la Bible. Je ne suis pas tout à fait convaincu en ce cas. Je demande aux organisateurs, on passe à la discussion. Oui. Donc la parole est à vous, comme on dit, pour terroriser les gens qui sont... oui. C'est une question sur une Odyssée, un père et un fils, que j'ai énormément aimé. Alors ma question, enfin j'en ai deux, mais la première question c'est à quel moment vous avez eu l'idée de ce parallèle entre l'Odyssée, enfin les retrouvailles entre un père et un fils dans l'Odyssée et votre propre relation avec votre père? Est-ce que c'est après la croisière que vous avez faite ensemble? Est-ce que c'est après sa mort? Et est-ce que dans la restitution que vous faites de l'évolution de cette relation avec votre père, le schéma de l'Odyssée, le schéma des relations s'est imposé à vous? Par exemple, votre père vous demande d'assister donc à votre séminaire et vous lui dites, après avoir hésité, bon d'accord, mais tu te tais. Est-ce que ça correspond à quelque chose que vous aviez en tête, comme l'absence d'Ulysse, que Télémaque recherche? Et ensuite, on sait tous que dans votre histoire à vous, la parole de votre père va naturellement trouver sa place dans le séminaire, presque même vous portons, enfin vous de temps en temps vous êtes agacé quand même qu'ils prennent un peu trop de place, quoi. Et alors, voilà. Et donc est-ce que le modèle de l'Odyssée a fait en sorte que vous avez refaçonné ou revisité en fait le lien avec votre père au cours du séminaire, ou bien, enfin, j'imagine que vous ne preniez pas de notes au fur et à mesure je ne sais pas, voilà. Non, en fait, dès le moment où mon père m'a annoncé qu'il voulait suivre le cours sur l'Odyssée, je savais que j'allais écrire quelque chose là-dessus. Et en fait, le lendemain du soir où mon père m'a téléphoné pour dire well, I think I want to take you. J'ai téléphoné à mon éditeur au New Yorker, mais à l'époque, je croyais que ça serait un article amusant parce que c'est un sitcom. It's a setup for a sitcom, avoir son père en tant qu'étudiant. I mean, come on. Mais au fil des mois, où ça se développait d'une manière tout à fait inattendue,
où il y a des moments très profonds entre lui et moi, entre lui et mes étudiants, entre lui et le texte, dirais-je même. J'ai vu que ce que j'allais écrire là-dessus, et ça c'était pendant le semestre, c'était avant la croisière, que ça doit être quelque chose de plus profond peut-être. C'était après, en faisant cette fameuse croisière, que je me suis dit que peut-être que ça doit être un livre, mais comme je vous ai expliqué, je ne savais pas moi-même comment cela se développerait. Et c'était après son mort que j'avais toutes les parties, je voyais que j'avais toutes les parties de cette composition. Et à ce moment-là, la question était comment les assembler. Et donc, c'était à ce moment où je me suis rendu compte que c'était le texte de l'Odyssée sur tous les passages qui traitaient des rapports père et fils. Ça, c'était le clé. Et ça, c'est comment ça s'était développé, en fait. Juste comme je vous ai écrit, ce n'était pas le cas que dès le début, je savais, je vais prendre l'Odyssée comme miroir de mes expériences de mon père, parce que je ne savais pas, c'était pas encore passé à ce moment. Et il faut admettre, j'ai tout à fait oublié la seconde partie de votre question. C'était sur... OK. Ça, c'est l'avantage de la composition à notes. Exactement. Vous répondrez à tout, éventuellement. J'aimerais vous interroger sur Odyssamenos dans le chant 19, au moment où Autolycos donc, donne le nom à Ulysse. Vous êtes intervenu lundi dessus en rapprochant Odyssamenos de Odunet, le malheur, la souffrance, mais j'ai vu après que Jacoté, dans les dictionnaires, c'était plutôt être irrité, être fâché. Moi, je préfère de beaucoup le rapprochement avec Odunet, mais voilà, où en êtes-vous? Comment avez-vous traduit déjà? Et comment soutenez-vous ce rapprochement avec Odunet? I can't remember. Mais comme vous savez, il y a des moments où Homère fait des calembours sur le nom d'Ulysse. C'est un côté assez connu du texte. C'est difficile en anglais. Il y a des moments où, par exemple, dans le premier chant, où Athéna va à son père pour lui demander d'aider avec la libération d'Ulysse de l'île de Calypso. Et elle dit quelque chose comme est-ce que vous avez oublié les sacrifices que Ulysse a fait pour vous, blablabla. Est-ce que le cas que Ulysse Odysseumai Odysseumai. Et à ce moment, si je me souviens, j'ai écrit quelque chose. C'est très important de communiquer au lecteur sans grec qu'il y a une sorte de jeu de mots à ce moment. Et je crois que j'ai écrit quelque chose comme « Is Odysseus so odious to you ?» où on a le son, même sans comprendre ce qui se passe exactement dans le texte, qu'il y a un jeu de mots. Dans le chant 19, j'ai tout à fait oublié ce que j'ai fait, il faut l'admettre. Well, I have the book right here. Donnez-moi un moment. Mais ça c'est le plus difficile, en tout cas, de communiquer
Et ça, c'est pourquoi il y a des notes. Enfin, il y a, comme j'ai expliqué au Collège de France la semaine dernière, par exemple, dans la fameuse scène entre Ulysse et le Cyclope, tout le monde connaît l'histoire du calembour sur le nom Outis. Personne. Mais il y a un côté encore beaucoup plus compliqué qui a quelque chose à voir avec l'autre forme d'Outis, qui est Métis, qui est impossible de communiquer dans une traduction. Absolument. Et donc, il faut écrire une note là-dessus, ce que j'ai fait. Pour chant 19, je ne sais pas que j'ai fait, mais on est conscient des frontières de la langue dans ces cas où il y a ces jeux qui sont vraiment impossibles à reproduire. Odious. Ah oui, c'est quelque chose, parce que moi j'ai été odious to so many people, je vais te nommer Odysseus. Right. C'est odious, c'est pas exact, mais en ce cas, le fait qu'il y ait un jeu de mots dans ce passage était plus important de communiquer au lecteur que l'exact sens du mot. And odious isn't that bad. But ça ne capte pas tous les côtés de Odyssomé. Un traducteur. Pensez-vous J'aimerais revenir un peu à ce que vous avez abordé au début de l'entretien, la question de cette disposition d'esprit critique que vous avez en tant qu'écrivain. Et je me posais la question, je repensais une phrase d'Italo Calvino qui porte sur la lecture et qui dit « En lisant, il faut être à la fois distrait et très attentif ». Est-ce que vous, qui avez cette conscience vraiment critique en tant qu'écrivain, quand vous êtes lecteur, et parfois j'imagine lecteur de romans, même si vous n'écrivez pas stricto sensu des romans, est-ce que vous êtes capable de lire comme un lecteur en étant à la fois distrait et attentif, ou est-ce que vous lisez en tant que critique aussi ? Donc ma question plus vaste, c'est un peu comment envisagez-vous la lecture, le revers, un peu ce que vous nous avez décrit en tant qu'écrivain. Être attentif et distrait. Discret. Non, j'imagine que je lis, par exemple, les romans d'une manière assez parallèle à beaucoup d'autres, sans être trop conscient. C'est quelque chose qu'on peut allumer ou éteindre selon le contexte. Par exemple, si je lis un livre dont je fais une critique, je le lis, même un roman assez gripping, il y a toujours ce côté parce qu'il faut que je l'analyse au même moment que je le lis. Ça, that's the name of the game. But non, c'est pas toujours le cas. Il y a toujours ce côté, parce que je suis un critique, même en lisant Saint-Simon, j'ai fait ça. Non, c'est vrai. My great claim to fame, ce qui va être écrit sur mon pierre tombale, c'est que j'ai trouvé de nombreuses coquilles dans le texte du Pléiade, que j'ai communiqué, j'ai établi un rapport assez amical avec un éditeur à la Pléiade pour lui dire. Donc, on est toujours critique. Mais c'est possible de se soustraire à cette faculté, dirais-je. Mais c'est difficile parce que c'est une manière de voir les choses. Enfin, c'est très difficile. Je sais si un livre est vraiment bon, si j'oublie tout ça en me plongeant là-dedans, en fait.
Et ça, c'est l'espèce de livre qui est le plus difficile à en faire une critique. Does that answer your question? OK. C'est quelqu'un qui m'a traduit, en fait, plusieurs fois. C'est une question de traducteur. J'ai beaucoup apprécié votre présentation de la façon dont vous êtes pris pour traduire cette œuvre et en fait d'exposer aussi quelle est la méthodologie pour traduire. Et vous avez dit à fort juste titre que avant de commencer à traduire, il faut avoir une interprétation globale de l'œuvre qu'on va traduire. C'est cette interprétation globale qui permet à chaque croisée de chemin, que ce soit au niveau linguistique, lexical ou au niveau du rythme, comme vous l'avez expliqué, qu'on fait ses choix et qu'on pose des partis pris de traduction, ce qu'on appelle des partis pris de traduction, auxquels on peut déroger de temps en temps, en effet, mais c'est important parce que ça donne une sorte d'unité à l'œuvre. Ça lui donne sa globalité. Et j'aimerais savoir comment vous rapprochez cette interprétation globale du travail de critique. Quel est le rapport entre la critique et l'interprétation globale? Autrement dit, la critique, est-ce que c'est une simple interprétation, une exégèse? Comment vous voyez la notion de critique à partir de ce fait que vous traduisez et donc que vous interprétez déjà globalement? Oui, absolument qu'il est nécessaire d'avoir une interprétation de ce dont vous faites une critique. Mais je dirais qu'il ne faut pas commencer avec une interprétation ou une point of view sur un texte. On doit commencer en faisant des critiques. À mon avis, il faut être tout à fait ouvert aux possibilités que ça serait un chef-d'œuvre. Je suis toujours ouvert. Sinon, je n'écrirai pas la critique. Donc, je commence par être ouvert au texte et c'est dans le processus de le lire et de former une interprétation de ce que fait l'auteur du texte, que j'arrive à ma critique. Mais je commence jamais avec des préjugés sur le texte ou sur l'auteur. Ça, c'est l'important. Et donc, je suis comme quelque part parmi vous qui ont lu mes critiques dans le New York Review of Books. Je suis toujours ouvert à la littérature haute, à la culture populaire, à la télévision, parce que ça c'est le fun. Oui, on regarde des séries à la télé qui peuvent être des chefs-d'œuvre, en fait. Et donc, il ne faut pas commencer avec une attitude. J'écrirai jamais une critique d'une telle façon. Non, c'est pas du tout ça que je veux dire, la critique au sens négatif. C'est cette critique, Oui. cette analyse globale. Vous avez même commencé ce mot, elle se construit. Elle se construit dans la première lecture que peut faire un traducteur de son texte. C'est ce que vous voulez dire. Ça dépend. Je ne sais pas. Faut réfléchir un peu. Mais si je peux juste rebondir sur ça, c'est vrai, c'est que moi, ce que j'ai ressenti en lisant ces différents textes, même s'ils sont voisins, qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres, c'est qu'à un moment, vous dites « je n'ai pas de système ». Je n'ai pas de théorie oui, je sais, de tout l'œuvre. à fait anti-système. Je n'ai pas de théorie de l'œuvre, je n'ai pas de théorie du langage. Pour me dire que polutropos est ambigu ne veut pas dire que tout mot est nécessairement ambigu. C'est-à-dire que c'est ce mot-là, dans ce contexte-là, et c'est ce que le poème, pour ne pas parler d'Homère, fait de cela.
Et moi, ça me parle beaucoup, et je trouve que ce que j'entends aussi dans ce que vous venez de dire, c'est un principe, je trouve, de l'explication de texte qui est critique en même temps qu'interprétative. Je crois que les deux opérations sont liées. C'est qu'on part du principe que, possiblement, le texte que je vais aborder, Homère, Platon ou Wittgenstein, est plus intelligent que moi. Je ne sais pas à quel point il est intelligent, et jusqu'à preuve du contraire, on peut montrer, il y a des moments où Homère dormitate, Homère dort, vous dites qu'il y a du mou chez Euripide, mais c'est possiblement encore mieux que ce que je pense. Et c'est pas de la sacralisation, c'est de l'humilité, mais c'est de la rigueur. Et pour traduire les premiers vers de l'Iliade et de l'Odyssée sont les plus difficiles à traduire sans doute, il faut se dire, tiens, là il se passe quelque chose que peut-être que je n'avais pas vu. Et c'est vrai que c'est l'ensemble de l'Odyssée qui va confirmer que effectivement Ulysse est ambigu. Oui, en fin de compte. Oui. Et je voudrais ajouter quelque chose parce que c'est un côté de ma personnalité en tant qu'écrivain, mais en tant qu'être humain, enfin, que j'ai pas le talent de l'abstraction, pas du tout. Et ça c'est pourquoi j'étais un très mauvais étudiant de la théorie que j'ai jamais compris. Et en fait, je résiste en tant qu'homme, comme lecteur, comme critique, comme écrivain, toutes les catégories. Ça m'a toujours fait peur, en fait, d'être emprisonné par une telle ou telle catégorie, que ce soit juif, gay, intello, homériste, helléniste, je veux dire, blablabla. J'ai toujours trouvé tout ça. Je suis très claustrophobe. En fait, c'est vrai, je le suis, comme vous savez, d'après avoir lu mes livres. Mais aussi, métaphoriquement, je suis claustrophobe. Et ça, c'est pourquoi l'atmosphère politique identitaire me fait peur. It's very reductive. It's a very reductive way of being. Et moi, je me suis dit dès le début, pourquoi on ne peut pas être à la fois critique littéraire, helléniste, écrivain qui écrit pour des revues assez populaires, faire des critiques de Mad Men ou de Homère ou je voulais jamais être catégorisé, même dans ma vie. Et si vous avez lu mon premier livre, vous sauriez que c'était dès le début le cas. J'étais gay, mais je voulais avoir des enfants, qui à l'époque étaient assez rares. Mais tout le monde, on va à des dîners à New York où tout le monde parle de leurs enfants. Mais je me suis toujours dit, et c'est grâce à mes parents, j'ai commencé par reconnaître la contribution à ma carrière qu'a faite Jenny Clay, mais il faut peut-être terminer avec une référence à mes parents qui m'ont toujours encouragé de faire tout ce que je voulais faire. Et je ne sentais jamais des limites. Et c'était quelque chose même dans ma vie que j'ai expérimenté. Et donc, et ça c'est pourquoi j'imagine que je suis assis devant vous ce soir. Je me plais à faire des différentes choses. On est toujours, peut-être, oui, la métaphore de la traduction peut-être être juste dans ce cas. On se traduit toujours dans ces différents écrits. Juste pour... Je ne voudrais pas finir par quelque chose de sombre, mais vous venez de parler de ces idées identitaires. Et ces idées identitaires donc, que vous refusez
a raison, évidemment, elles sont liées au temps. C'est-à-dire que ça va très vite de se donner une identité. Je suis ceci ou je suis cela. Et cela a à voir avec le temps de la communication maintenant, où on est ceci, cela, c'est binaire. Donc les identités, ça se règle d'un clic, d'une certaine manière, très, très, très vite. Alors que tout ce que vous avez montré en lisant Homère et en traduisant, ce sont des processus dans la durée où les choses s'inversent, repartent, etc. Comment faire pour que ce que vous défendez en lisant Homère et en écrivant puisse, d'une certaine manière, casser ce carcan de la vitesse de l'identification. La vitesse qui fait que nous sommes ceci ou cela, et donc nous sommes prisonniers dans ces fermetures identitaires qui sont quand même maintenant de plus en plus violentes et qui sont liées à une manière de concevoir le langage, à une manière de concevoir les instruments de communication, etc. Comment faire pour que cette ouverture que vous pratiquez puisse, d'une certaine manière, devenir quelque chose qui, non pas qui s'impose, mais qui plaise encore plus? Pour moi, je finirai avec Homère et l'Odyssée. Ça, c'est pourquoi, à mon avis, ça, c'est la fascination de ce texte millénaire. C'est que lui-même, c'est une espèce de, engouille par rapport à la question de l'identité. Ça, c'est pourquoi c'est le master text sur l'identité, surtout, à mon avis. La question que nous pose toujours l'Odyssée, c'est de qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qu'on connaît dans sa propre vie. The riddle au cœur de l'Odyssée, c'est quelque chose que nous connaissons tous par rapport à nos vies. Et c'est que on est toujours le même, en même temps qu'on est toujours en train d'être changé par les événements, par le passage du temps, blablabla. Et ça, c'est, à mon avis, la question centrale du texte, que le texte nous pose. Comment ça peut être le cas qu'on peut être reconnu même après qu'on s'était tout à fait changé? Est-ce qu'il y a une identité centrale qui peut toujours être reconnue? Ou est-ce l'identité une question de changement perpétuel? Et c'est ça ce qui me fascine. Et ça, c'est pourquoi je recommande ce texte à tous mes jeunes étudiants qui s'intéressent seulement en ce moment à la question d'identité, identité. C'est tout ce qu'on discute maintenant, au moins les étudiants à l'université. Ils sont obsédés par ces questions. Et moi, je dis, lisez l'Odyssée. Si vous voulez commencer à construire une identité intéressante qui n'est pas limitée, ça, c'est le fascinant chez Illus, à mon avis. On va peut-être... Oui, lisez l'Odyssée dans ma traduction. Oui, ça, c'est l'important. Vendre les livres. Merci beaucoup. Merci à vous.